Salutations à tous et à toutes. Un grand plaisir de recevoir Pierre Amrouche de la Kabylie à Lomé. Pierre, oui. Où vous sentez-vous le mieux? À Lomé, le pays que j'ai choisi d'adoption. Et avant ce pays d'adoption, vous êtes passé en France, qui est votre autre pays. Bien sûr. J'ai deux pays, la France et l'Algérie. Et l'Algérie, surtout la Kabylie de mes ancêtres. Mais j'ai vécu au Moyen-Orient, où j'ai été très influencé par ma vie à Beyrouth et à Damas. J'ai vécu à Bangui, j'ai vécu dans beaucoup de pays. Alors, nous recevons un voyageur, mais aussi, j'allais même dire, mais d'abord, un poète, oui. Un écrivain, Oui. et aussi quelqu'un qui est expert en art africain. Ça, on en parlera vers la fin. Mais pour commencer par votre activité littéraire, vous la tenez de votre grand-mère Fatma, mondialement connue, Exactement. mais qui n'a pas été longtemps acceptée chez elle. Oui, parce que c'était une fille naturelle et elle est née quand même à la fin du 19e siècle où les coutumes traditionnelles étaient très très sévères sur les filiations. Donc pour la protéger, sa mère l'a mise dans une école laïque qui venait d'être créée en Kabylie. Il n'y en avait pas beaucoup. Et c'était une école qui était célèbre puisque le ministre Combes est venu la visiter et Jules Ferry est aussi venu la visiter. Donc elle était née en 1882 dans les montagnes du Djurdjura, ce qu'on appelait la Grande Kabylie. Oui, je comprends, c'est l'émotion. Et parlant de Fatma, cette grande poétesse, elle a été sauvée par l'école, si on peut dire. Ah oui, l'école et la culture. Sa culture kabyle et la culture classique française. Elle était passionnée de La Fontaine, de Victor Hugo. Elle pouvait réciter des poèmes entiers. Et pendant toute mon enfance, elle m'a récité de la poésie française et des chants berbères. Des chants berbères à la poésie française. Vous avez aussi un passé commun avec l'écriture, si je puis dire. C'est votre géniteur lui-même. Oui. Jean Amrouche. Bien sûr. En fait, il y a une trilogie dans la famille, c'est Fatma et Mansour, ma grand-mère, Jean Maïhoub Amrouche, mon père, et Taos Amrouche, ma tante, la chanteuse merveilleuse, poétesse et romancière. Donc l'écriture, vous l'avez trouvée au berceau. Exactement. Quasiment. Je n'ai pas de mérite. Oui, si, encore faut-il se saisir de la plume et tracer son propre chemin. Ce que vous faites avec Agamé. Vous pouvez nous dire ce que c'est, Agamé? Alors, Agamé, ça veut dire le caméléon. C'est une série de textes. En fait, le sous-titre, c'est le chant, le cri du caméléon ne change pas. C'est-à-dire, le caméléon change d'aspect extérieur, mais sa douleur ou sa joie reste toujours exprimée de la même façon. Savez-vous ce que disait Ampateba du caméléon? Il disait la chose suivante. Ce n'est pas parce que le caméléon change de couleur qu'il est hypocrite. C'est parce que la nature a horreur de l'uniformité. Exactement. Et on a beaucoup parlé d'Ampateba ici à l'Académie du Royaume autour de la question de l'oralité. Elle est aussi importante dans votre vie parce que si vous écrivez des poèmes, c'est probablement parce que vous vous souvenez des chansons, des contes de votre grand-mère. Exactement. C'est une résurgence de son talent et de son génie qui vient en moi de temps en temps et je l'écoute dès qu'il parle. Alors, Le chien de ma mère, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une nouvelle que j'ai écrite il y a 3 ans, je crois, qu'on a publiée à Lomé avec un recueil de 5 nouvelles qui se passe 4 au Togo, au Bénin et une se passe au Gabon, dans la grande forêt, où j'ai passé presque 10 ans aussi, il y a longtemps. Et Le chien de ma mère, Le chien de ta mère, c'est l'histoire du deuil que quelqu'un fait de sa mère. C'est un adulte qui perd sa mère vers l'âge de 60 ans. Et il croit que c'est un fait normal et qu'il va s'y habituer. Et en fait, très vite, il sent le deuil l'envahir, la dépression le gagner. Et pour se sortir de cette dépression qui l'entraîne dans l'alcool, dans la drogue, dans une forme de folie,
il va voir, ses oncles l'emmènent voir un prêtre vaudou qui décide de faire une grande cérémonie où on fait une lecture du Fa pour voir quel est le signe négatif qui l'entraîne vers le mal. Voilà. Et on trouve que c'est le chien de son père qui le perturbe, alors que le bon chien, c'est le chien de sa mère. Ah, on se trompe des chiens. Voilà. Mais en tous les cas, vous avez aussi une activité qui est presque, j'allais dire, une troisième passion, puisque vous avez, comme Joséphine Becker, deux amours, oui. Votre Kabylie, et puis l'art africain. Et puis Lomé, à travers Lomé, l'art africain. Parlez-nous un peu de cette passion. C'est une passion d'enfance qui m'est venue par mon grand-père français d'Algérie, qui était ingénieur en chef de la ville d'Alger. Il collectionnait tout ce qu'il trouvait dans ses chantiers. Et dès l'âge de 2-3 ans, dès que j'ai su marcher, je l'accompagnais chercher des lampes romaines, des cols d'amphore, des choses comme ça. Et immédiatement, je me suis tourné, moi aussi, vers la recherche et la collecte d'objets anciens. Et j'ai commencé très jeune. Après, c'est devenu mon métier. J'ai fait des études brèves d'histoire de l'art et d'archéologie. Et je me suis spécialisé dans la recherche, dans l'étude, dans la présentation, dans la conservation d'œuvres d'art d'Afrique, de l'Afrique ancienne. Et c'est devenu ma profession, d'abord comme antiquaire, puis comme expert en vente publique, en vente aux enchères. Et pendant 10 ans, j'ai été l'expert de la grande maison de vente Christie's internationale. Je sens que vous avez pas mal d'histoires à raconter autour de ces objets d'art et de cette passion. Mais revenons un tout petit peu sur votre père. Je sais qu'il a fréquenté Rabat. Oui. Et qu'il a même été un combattant, un patriote. Bien sûr. Et dans son patriotisme, il lui est arrivé d'adresser des lettres au roi du Maroc. Oui, il connaissait Sa Majesté Hassan II. Et pour que le roi soit vraiment informé de la situation, il lui a rédigé un jour, en 58-59, un rapport d'une 15aine de pages en lui disant, voilà, ça se passe comme ça, les uns disent ça, les autres disent ça, et comment allons-nous pouvoir faire la paix puisqu'il y avait beaucoup de réunions politiques à Rabat, avec les dirigeants du FLN qui venaient de Tunis ou d'Égypte et tout ça. Et mon père participait à beaucoup de ces entretiens, puisqu'il essayait de trouver une solution pacifique. Il avait horreur de la violence. Eh bien, c'est un peu ce que nous faisons à l'Académie du Royaume. C'est même ce que nous faisons. On perpétue les pensées de ceux qui nous ont précédés quand ils souhaitaient l'harmonie plutôt que la disharmonie. Exactement. Et vous êtes un témoin de cette passion aussi pour que les Africains soient mieux accordés à eux-mêmes et regardent vers l'avenir. Et cet avenir, c'est par l'oralité que nous avons examiné grâce à vous. Et vous avez raconté à la fois la filiation, la parenté, mais ouvert d'autres perspectives. Quelles sont-elles? Eh bien, c'est qu'on poursuive à ouvrir des voies entre tous les pays d'Afrique, parce que comme vous le savez, aujourd'hui, il est compliqué d'aller d'un point à un autre sur le continent, et que ça bloque un peu les choses. Mais il y a Internet, et au fin fond de tous les villages du Togo, les gens ont Internet, ils ont WhatsApp, et c'est formidable, et je pense que dans tous les pays, c'est comme ça que cela fonctionne, et que les gens apprennent à se connaître et apprennent à ce que l'autre n'est pas un étranger. L'autre, c'est nous tous. L'autre, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Au fond, il y a aussi, à travers les moyens de technologie nouveaux, la question des langues, des instruments pour communiquer. Et ici, nous avons débattu de la possibilité d'avoir des plateformes qui utilisent les langues africaines. Vous venez de Lomé, le Mina, qui est une des langues parlées au Togo. C'est une forme d'EV. Une forme d'EV. Alors est-ce que ces langues sont portées sur des nouvelles plateformes? Je pense par exemple à
la communication avec WhatsApp qui peut se faire de manière orale, mais est-ce qu'il y a d'autres systèmes qui permettent de porter les langues africaines? D'abord, il y a quand même des écrivains qui écrivent en Mina ou en Ewe, parce que l'Ewe, c'est une langue très très importante qui est plutôt étudiée en Allemagne, puisque l'Allemagne était le premier colonisateur du Togo, de cette région. Mais effectivement, les communications fonctionnent très bien dans cette langue, Ewe, Mina, et ça va même jusqu'au fond, au Bénin, et jusqu'au Yoruba, au Nigeria. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Jeanne Baudet. Et à très bientôt à Rabat, qui est votre ville. Merci. C'est la capitale africaine de la culture. Merci, et je remercie la ville des rassemblements et des hommes heureux. Voilà, Sa Majesté d'avoir fait cette belle académie, et je remercie vous et le secrétaire perpétuel de nous avoir invités dans de formidables conditions. Eh bien, vous êtes chez vous. Merci, Eugène Baudet. Au revoir.